Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui en Belgique, on a l'honneur d'être reçu auprès des plus hauts gradés de l'armée belge. Messieurs, bonjour. 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 Est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement? Voilà, donc je suis le général-major Pierre Gérard, je suis le commandant de l'armée de terre belge. Je suis le général-major Philippe Devaré, chef de la division système d'armes au sein de la DGMR, Direction générale des ressources matérielles. Donc, l'acquisition des équipements pour... La gestion à vie de tous les systèmes d'armes. On est sur une période charnière, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ont touché la Belgique dans les dernières années. On a vu les grandes inondations dans lesquelles l'armée belge a été très impliquée. On voit maintenant l'Ukraine, on voit énormément d'évolutions, de souhaits également. Il y a des grands projets d'armement. Donc la première question, elle serait plus sur une projection. L'armée belge, dans les prochaines 5 ans, dans les prochains 15 ans, quelle est votre vision? Quel est le format de l'armée belge tel que vous le voyez à l'avenir? Donc je vais me limiter à l'armée de terre, Oui. qui est mon armée, donc je ne vais pas m'avancer pour mes collègues de l'armée de l'air ou de la marine. Donc clairement, les événements de ces dernières années vont dimensionner l'armée de terre pour le futur. Je dirais qu'on est en fait en transformation permanente depuis déjà la chute du mur il y a maintenant plus de 20 ans. Et en ce qui concerne la période actuelle, il est clair que les événements en Ukraine, et alors là je reprends ça depuis finalement la Crimée en 2014, mais également avec la guerre en Ukraine qui est au port de l'Europe pour le moment. Donc clairement on va orienter le futur des armées de terre vers le combat de haute intensité. Donc on va retourner vers des armées plus robustes, plus massives dans le futur, ça me paraît clair. Et donc ça veut dire en termes d'équipement, qu'il y a un certain nombre d'équipements déjà dont on a un petit peu abordé tout à l'heure. Je ne sais pas si il y a par exemple la question de se réarmer avec des systèmes d'armes plus lourds, plus offensifs. Tout à fait, donc on va vers des équipements plus lourds, on va vers plus d'équipements aussi, donc plus de véhicules, plus de systèmes d'armes, des systèmes d'armes plus létaux à longue portée. Donc nous venons d'acquérir des canons César, par exemple, de 155 mm qui permettent de tirer à 40 km. C'est une première, enfin pas une première, mais c'est vraiment un retour en arrière en Belgique, un retour vers la capacité létale, vers l'armée de haute intensité. Une remontée en puissance. Ouais, Tout à donc fait. on a quelque part vu une évolution. Nous avons eu la vision stratégique de 2016. Maintenant, en 2022, nous avons le plan STAR. Et là, on voit vraiment une extension de ce qui a commencé dans la vision stratégique. Et donc, pour revenir sur le dossier César, nous venons d'acquérir 9 César cette année-ci. En fait, l'année prochaine, les 19 suivants vont arriver ou seront commandés pour la composante air. César nouvelle génération, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, outre l'artillerie qui est du coup un petit peu en retrait, sur les premières lignes, est-ce qu'il y a également un retour du blindé lourd? De blindés lourds, non. Donc là, on a fait le choix de rester dans une capacité plus médiane, donc entre légère et médiane. Pour ma part, je suis quand même convaincu que tout ce qui se passe en Ukraine, même si c'est important, ça ne peut pas occulter ce qui se passe en Afrique. Donc l'Ukraine, c'est probablement à mes yeux la menace la plus dangereuse, mais ce qui se passe en Afrique, c'est la plus probable. Donc un jour, l'Afrique va déborder, la casserole va déborder et l'Europe sera en première ligne pour tenter d'y faire face. Et donc je reste convaincu qu'on doit garder une capacité également expéditionnaire et plus légère. On ne peut pas se permettre de se concentrer et de se focaliser uniquement sur une des deux menaces. Je vais prendre l'exemple du SOR. Est-ce que la création du SOR est commune à cette volonté de monter en puissance? Enfin, je veux dire, la capacité de légèreté, mais aussi d'avoir un côté un peu force spéciale appuyé par des paracommandos qui feraient office de Rangers, même s'ils n'ont pas le brevet de Rangers, mais faire un peu l'équivalent comme aux États-Unis. Oui, c'est à peu près, c'est l'idée en fait. Donc on a deux piliers dans la composante terre belge, donc dans l'armée de terre belge. Un pilier motorisé, on parle de camo, on parle de la haute intensité, on parle du flanc est. Donc ça, c'est la partie camo, on va dire. Et on a le pilier SOR, le Special Operations Regiment, qui est tourné vers les opérations spéciales. Donc à la fois les forces spéciales, mais également tout ce qui vient soutenir l'action des forces spéciales. Donc les régiments Rangers ou les enablers, donc les capacités particulières telles que artillerie et autres destinées aux forces spéciales. Et donc traditionnellement en Belgique, les unités paracommando et maintenant Special Operations sont plus orientées vers l'Afrique.
alors que les unités motorisées sont plus orientées vers la défense collective de l'OTAN. Même si, voilà, il y a forcément eu des exceptions, quoi. Mais clairement, notre action en Afrique, pour le moment, elle est principalement menée par des éléments du régiment des opérations spéciales. Et en termes de volume de force, on a parlé d'une remontée en puissance. En termes de nombre de militaires, en nombre de soldats, pareil, vous avez des objectifs? Oui, bon, clairement, le personnel reste le principal défi pour la composante terre et pour l'entièreté de la défense. Et je ne m'avance pas beaucoup en disant que c'est le cas également pour tous mes collègues étrangers. C'est le cas pour mes collègues français, allemands, même américains. Donc le personnel reste vraiment la clé du problème. Et donc, pour le moment, on subit encore l'effet des départs à la pension d'une armée qui, à l'époque, a été recrutée dans une armée, dans le cadre d'une armée de milices, donc une armée de terre qui, à l'époque, comptait, je pense, environ 70 000 hommes pour l'armée de terre belge. Pour le moment, nous sommes à 9 000, c'est relativement peu, et notre objectif, évidemment, est de remonter en puissance à partir de l'horizon 2030, et là, on parle de chiffres supérieurs à 10 000 hommes. Hein, donc, dans un monde idéal, ce que nous visons au long terme, c'est une grosse douzaine de milliers d'hommes. D'accord, donc quasiment plus 50% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, plus 30-40%. En termes aéroterrestres, on sait, alors on a vu des grands programmes qui, vu de France, c'est assez étonnant, je ne sais pas si tu veux aborder. Oui, on a vu, peut-être plutôt pour le général Devaré du coup, on a vu dans le plan STAR la présence d'un point, alors que je reprenne exactement, hélicoptère moyen ou lourd. Du coup, pourquoi cette montée en puissance? Parce que hélicoptère lourd au sein de l'armée belge, c'est quand même une première du coup. C'est une volonté qui existe depuis pas mal de temps. Donc, à l'époque, quand nous avons acheté les NH90, il y avait la volonté de pouvoir transporter en une vague une compagnie complète. Finalement, nous sommes restés à 4 exemplaires, ce qui nous ne permet pas de faire cela. Et donc, cette nouvelle capacité hélicoptère devrait donner une réponse à cette ambition de pouvoir transporter une compagnie en une fois. Maintenant, est-ce que c'est un dossier qui est déjà concret? Loin de là. Et donc, nous sommes en train de suivre actuellement le projet qui vient de démarrer auprès de la NSPA, c'est Next Generation Rotorcraft Capabilities. Et donc, où il y a déjà 6 pays européens qui se sont inscrits et où la Belgique suit le développement de tout près et vise à s'intégrer dans cette initiative aussi. Pas encore intégré. Non, nous ne sommes pas encore à un pied dedans, mais pas encore. Nous sommes en train de suivre ce dossier comme en fait observateur. Okay. Donc, il y a un potentiel d'avoir des hélicoptères lourds d'ici 5 ans. Oui, mais donc, l'horizon de ce projet, c'est 2035-2040. Et si on reste dans les questions aéroterrestres, notamment sur le fait de s'équiper en drone, on sait que vous avez des projets qui vont arriver dans quelques années, mais est-ce que vous avez, je pense par exemple à l'armée française, dans lequel on va du micro-drone, le Black Hornet par exemple, est-ce que vous suivez également ces tendances-là? Ou alors est-ce que vous attendez vraiment votre montée en puissance avec l'arrivée des nouveaux drones dans 4-5 ans? Donc clairement, les drones, c'est devenu une réalité. Donc on n'a pas attendu même 2022 pour avoir des drones dans les unités qui sont parfois carrément des drones civils basés sur des achats civils et des investissements individuels dans nos soldats. Donc ces derniers temps, nous avons également acquis différents types de drones. Hein. Donc dans le dernier exemplaire, l'achat des Short Range UAS date de 2021 ou 2022. Ouais. Donc conjointement avec nos partenaires luxembourgeois et néerlandais. Donc voilà, je crois que les 2 types de systèmes vont de facto exister, comme à l'époque, les GPS civils étaient utilisés par les soldats en même temps que le GPS militaire est monté en puissance. Donc personnellement, je suis convaincu que les drones sont l'avenir, enfin font partie de l'avenir, je ne dis pas que c'est l'avenir, mais ils font partie de l'avenir. Moi, je mets dans le même sac les drones terrestres, maritimes et aériens, parce que je reste convaincu que d'ici quelques années, et là je ne parle pas de 2035, ça viendra rapidement, nous aurons des drones qui rouleront, qui opéreront au sol et qui seront capables, le cas échéant, de traverser une rivière et, si nécessaire, de s'envoler pour assurer une mission particulière. Je suis également convaincu qu'en 2035, la quasi-totalité des soldats auront leur drone personnel. Donc, tout comme ils ont une arme, ils auront probablement un drone
probablement totalement automatisé pour au moins la surveillance rapprochée du soldat pour sa sécurité et autres. Donc je reste convaincu que c'est l'avenir, mais on n'a pas le choix. Donc tout comme il aurait été inutile à l'époque de lutter contre le GPS, j'ai connu une époque où les instructeurs interdisaient aux élèves, aux nouveaux soldats d'avoir des GPS pour les obliger à lire des cartes. Bon, on les oblige toujours à lire des cartes, mais le GPS fait partie de la vie de tous les jours. Je pense que nous avons tous une montre connectée et nous savons tous retracer notre parcours des dernières heures. Et donc nous sommes en train de suivre cette technologie de tout près, donc que ce soit des drones terrestres, aériens ou sous-marins. Donc d'ailleurs dans notre programme de bâtiments de guerre des mines, nous allons opérer des drones sous-marins, mais également dans le monde terrestre. Actuellement, il y a encore toute une génération de drones civils qui sont en service, mais qu'on compte remplacer à court terme par des drones militaires. Et donc il est sûr et certain que dans la capacité motorisée, on va certainement voir ce que vont faire nos voisins français. Parce qu'il y a encore une fois cette question de partenariat. Ah ouais, justement, donc tout doit être intégré dans cette infovalorisation, donc ce réseau avec tous les senseurs regroupés. Donc à terme, on va certainement voir et collaborer avec nos voisins français pour voir comment on peut développer cette capacité. Parce qu'on peut peut-être préciser qu'il y a également la Belgique qui s'équipe de tout l'ensemble Scorpion. C'est-à-dire que ça implique également une collaboration totale, des échanges de données, du matériel commun, peut-être de la maintenance commune. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la création de brigades, comme on a par exemple la brigade franco-allemande? Est-ce qu'on pourrait imaginer la création d'unités qui seraient communes entre la Belgique et des autres pays? En fait, donc la collaboration avec la France va beaucoup plus loin que d'acheter du matériel commun. Donc ce sera de l'équipement qui sera nativement interopérable, mais il est évidemment le but de collaborer ensemble, la façon dont on va le faire ou le degré jusqu'auquel on veut aller. Bon, ça incombe au commandant de la composante-aire, évidemment. Je pense carrément que ça incombe aux politiques. Donc, en ce qui concerne, d'abord, juste un petit mot sur cette collaboration avec l'armée française, enfin ce partenariat. Donc, comme le dit le général de Varé, ça touche tous les domaines. Donc, ça inclut également l'établissement ou l'appropriation d'une doctrine commune, un partenariat dans la formation. Donc on aura dans le futur des militaires belges formés en France et des militaires français formés en Belgique dans certains domaines d'expertise. Donc ça va vraiment très très loin. Ça ne concerne pas que le matériel, c'est une première chose. Et pour ce qui concerne le niveau d'interopérabilité, clairement, enfin pour moi, la décision, elle est quasiment politique. Donc, on a connu des niveaux d'interopérabilité extrêmement bas. Donc, on mettait des compagnies belges dans des bataillons français. Et dans certaines de ces compagnies belges, il arrivait qu'il y ait un peloton luxembourgeois, voire c'est arrivé, ne riez pas, mais un peloton mongol. Donc, à partir du moment où on a un bataillon constitué de 5 nationalités aussi différentes que les Belges, les Français, les Ukrainiens, les Roumains, les Mongols, voilà, je pense que ça c'est jouable dans une opération de faible intensité avec un risque limité. À partir du moment où on parle de la haute intensité, où le risque est plus présent, où les pertes sont envisagées, je crois que ça devient extrêmement compliqué, quoi. Donc au plus l'intensité est élevée, au plus il est probable que le niveau d'interopérabilité va monter. Donc en ce qui concerne des brigades totalement mixtes, comme la BFA, donc une éventuelle brigade belgo-française, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, enfin non, ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas dans les années à venir. On ne compte pas monter ça de façon structurelle. Maintenant, il n'est pas interdit de penser que dans un futur éloigné, on pourrait avoir des unités belges affiliées à des unités françaises. Un bataillon belge intégré dans une brigade française. Les Néerlandais le font avec les Allemands, donc les Néerlandais ont leur brigade assignée et donc commandée par des divisions allemandes. Et il y a même, si je ne me trompe, un bataillon allemand dans une brigade néerlandaise aux ordres d'une division allemande. Donc ça peut aller relativement loin. Donc ce n'est pas tabou, ça me paraît tout à fait raisonnable. On n'en est pas encore là en ce qui concerne le partenariat CAMO. Ce que nous souhaitons, c'est au moins déjà d'opérer ensemble et donc pour une opération particulière, eh bien, constituer une force. On l'a fait ici, on l'a fait au premier semestre suite à l'invasion de l'Ukraine.
Donc la VJTF de l'OTAN, le Spearhead Battalion, donc le bataillon fer de lance de la VJTF de l'OTAN, c'était un bataillon français, le 27e BCA, qui a été déployé mais très rapidement, en quelques jours, et une compagnie belge était aux ordres de ce bataillon français. A été intégrée dans Voilà, ce déploiement. tout à fait, tout à fait. Ben, j'avais peut-être mal compris la question tout à l'heure. Donc, Non, mais j'avais compris une intégration en fait en fonction d'une opération. Et là, je rejoins. Mais en fait, une structure permanente, comme dit le général Gérard, ça sera une décision politique de toute façon. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais on peut pas. très bien imaginer qu'à un moment donné, ça vienne sur la table. D'ici, déjà à partir du moment où les unités seront équipées des équipements identiques, la question viendra probablement sur la table. Tout à fait. En fait, le niveau de collaboration qui a été créé entre la France et la Belgique est unique dans le domaine terrestre. Jamais deux pays sont allés aussi loin que d'avoir du matériel vraiment identique, nativement interopérable. Et ça, c'est vraiment la nouveauté de ce partenariat. Et dans le niveau de déploiement, parce que vous avez évoqué les déploiements en Europe de l'Est, déploiements en Afrique également, tout ce qui est autour du transport stratégique. On sait également que la Belgique travaille avec les A400M, Oui. donc c'est aussi une montée en puissance qui est très importante. Qu'est-ce que vous avez comme vision sur votre transport stratégique sur le long terme? Est-ce que ce sera uniquement des A400M? Est-ce qu'il y aura éventuellement des CASA, le C-130 modernisé? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? En fait, nous sommes toujours en phase de livraison de nos flottes A400M. Il reste encore un appareil à recevoir. Dans le plan STAR, il est prévu d'acquérir des avions de transport de moyen type, en fait. Mais là aussi, l'étude n'a pas encore commencé. Donc, à terme, on veut acquérir une capacité intermédiaire, de transport intermédiaire. Tant qu'on reste dans les avions, le plan STAR prévoit aussi SOF Airplanes. Oui. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on est plus sur un... Bon, je vais exagérer, mais je veux dire, est-ce qu'on est plus sur du MC-130 spécialement modifié commando, ou est-ce qu'on est plus sur du petit appareil léger pour l'infiltration? Ce sont des petits appareils pour faire de la reconnaissance, transport, et les avions seront équipés d'appareils spécifiques pour la surveillance. Et c'est des moyens ISR. En appui des SOF. C'est pas du posé d'assaut massif. Non. C'est avant tout, donc je ne peux que renforcer ce que dit le général, mais c'est aussi avant tout une sorte de Land Rover des airs. Hein. Donc c'est un avion qui doit être facilement mis en œuvre, qu'on doit pouvoir opérer à partir de rien, d'un aérodrome, d'une autoroute ou carrément d'une plaine, voilà, et qui doit pouvoir être entreposé, par exemple, en opération pendant 2 semaines en dessous d'une bâche. Donc c'est vraiment donc, une sorte de super Cessna, peut-être un peu plus grand, quoi. Mais il serait dommage de se priver évidemment des possibilités que ça offre en termes justement d'électronique warfare, donc de guerre électronique ou d'ASR. Mais c'est avant tout quelque chose qui sert à allonger la portée ou l'action de nos forces, en particulier en Afrique. Donc il faut s'imaginer qu'un détachement, donc nous étions actifs dans l'est du Niger, un détachement perdu dans l'est du Niger, pour moi, il est loin de tout, et même une évacuation médicale à Niamey en hélicoptère, c'est pas possible. Ça dépasse largement les rayons d'action des hélicoptères. Donc nous, on a besoin d'un avion qui puisse assurer ce rayon d'action. Quitte à bloquer un A400M à Niamey, un A400M, pour une évacuation médicale. Tout à fait, et sans nécessairement compter sur un aéroport. Donc une piste, oui peut-être, et un camion avec des jerrycans de kérosène pour faire le plein. C'est très imagé ce que je dis, mais c'est vraiment ce qu'on vise, quoi. Donc un avion aussi en termes, je ne parle pas de l'électronique, mais en termes de vol de capacité, un avion suffisamment robuste et basique, c'est pas le bon terme. Un couteau suisse, exactement, c'est ça, un couteau suisse. Un couteau suisse, ouais. Du coup, peut-être plus pour le général de Varé, en 2017, dernier tir Mistral, donc pour ceux qui ne savent pas, défense anti-aérienne courte portée, on a vu une volonté de réactiver, enfin c'est même déjà réactivé il me semble, et pour 2030 on aurait un achat d'un nouveau système anti-aérien courte portée, donc concrètement une modernisation, mais aussi en plus un système anti-aérien longue portée.
Pourquoi, encore une fois, ce nouveau saut de puissance? Oui, c'est ça. Comme vous avez pu lire dans la vision stratégique, donc, en effet, donc, le seul système d'armes dont on parlait explicitement pour être supprimé, c'était le système Mistral. Très vite, tout le monde s'est rendu compte que c'était une erreur de ne plus disposer de défense aérienne. En effet, nous avons commencé à réactiver la capacité Mistral. Ça demandera du temps parce qu'il y a presque plus d'expérience. Mais on veut en fait à terme arriver vers une capacité GBAT, donc défense aérienne intégrée. C'est pourquoi cette volonté d'évoluer vers les batteries donc de moyenne portée et de longue portée. Mais de nouveau, donc, à partir de 2030, ce sont des études qui vont bientôt commencer, donc il n'y a rien de concret pour le moment. Okay. Et je pense que les événements en Ukraine ont encore en fait accentué le besoin d'avoir une défense antiaérienne intégrée. Voilà. Je pense que les blindés du général Gérard seront contents d'avoir une capacité anti-drone, voilà. Du moins à courte portée, voire le plus loin possible. Voilà, donc vous venez de citer le mot, hein, c'est aussi, la défense aérienne, c'est aussi l'anti-drone. Or, si chaque soldat sera équipé dans le futur d'un drone personnel, en tout cas moi j'en suis convaincu, on peut s'imaginer que les drones vont saturer l'espace aérien, donc il faut pouvoir agir contre ça. Il faut pouvoir le coordonner aussi hein, du côté ami, mais il faut pouvoir agir contre les drones ennemis. Donc ça en fait partie. Moi j'ai coutume de dire, j'aime simplifier à l'extrême, peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. J'ai coutume de dire qu'une brigade motorisée ou une brigade même d'infanterie sans artillerie, c'est comme un soldat sans armes. Et une brigade sans couverture aérienne, donc air defense, c'est comme un soldat sans casque et sans gilet pare-balles. Donc je crois que c'est voilà, la cohérence du système d'armes, la cohérence du tout, de l'armée déployée, de l'unité déployée, c'est clé. Et donc, toutes les capacités doivent être présentes. Concrètement, quel véhicule l'armée de terre va bientôt disposer, du coup? Donc, à partir de 2025, vont commencer les premières livraisons de véhicules Griffon, et à partir de 2026, vont suivre les véhicules plutôt de combat Jaguar. Et les Césars sont prévus quand? Les Césars sont prévus à partir de 2027, donc les obusiers sont prévus à partir de cette date-là. Et les modèles de drones de combat, est-ce que vous avez déjà fait un choix? Non, donc c'est une évolution que nous suivons, mais il n'y a pas de programme concret pour le moment. D'accord, on attendra de voir, on va suivre ça de très près. Avec attention. Tout ce qui est pareil, défense, je suppose que la Belgique est engagée également dans tout ce qui est recherche et développement. Par exemple, en France, on a des programmes de défense contre les drones que vous avez évoqués, notamment des drones avec des systèmes de défense laser. Est-ce que vous suivez également ces travaux ou est-ce que vous êtes sur une défense aérienne, on l'a évoqué, de courte portée, plutôt orientée missile, ou vraiment toutes les options sont encore ouvertes? Actuellement, toutes les options sont ouvertes. Donc, il faut savoir que dans la gestion du partenariat CAMO, nous avons 3 comités de pilotage. Il y a le comité de pilotage capacitaire qui regroupe plus ou moins les opérationnels. Il y a le comité de pilotage qui suit les programmes en cours, CAMO 1, CAMO 2. Et il y a le comité de pilotage armement qui suit les nouvelles opportunités de collaboration. Et c'est dans ce cadre-là que nous suivons tous les développements en cours en France. Et donc actuellement, nous avons une dizaine de projets qui ont déjà dépassé le stade de uniquement intérêt, mais auquel on pense concrètement à réaliser dans le futur. Et alors, je ne sais pas si on peut aborder la dimension partenariat au sein de l'OTAN, toute cette dimension-là. Est-ce que il y a des approfondissements qui sont prévus? Est-ce que l'intégration, je sais pas, de la marine belge, on a vu par exemple des exercices dans lesquels, des déploiements, dans lesquels le porte-avions français était déployé en Méditerranée avec également des navires belges pour assurer sa protection. Est-ce qu'on va vers encore plus d'intégration de l'armée belge, et je ne parle pas que de l'armée de terre, dans les autres armées, ou alors c'est vraiment une capacité, une volonté d'autonomie stratégique de la Belgique qui veut pouvoir continuer à opérer seule? Donc là,
Je ne m'engage pas beaucoup en disant que la Belgique n'a quasiment pas la possibilité d'opérer seule. Donc la taille de notre appareil militaire est trop petite que pour pouvoir opérer seul. Donc on s'inscrit à peu près toujours dans des partenariats, sauf dans des missions de basse intensité à caractère bilatéral, comme par exemple le capacity building en Afrique. Là on y va relativement seul. Mais même dans ces cas-là, souvent, on a quand même des accords avec des nations comme la France ou l'Allemagne, en termes, par exemple, d'appui médical ou des choses comme ça. Donc on n'opère pas seul. Une réputation des forces spéciales belges qui est excellente au niveau international. Oui, mais elles n'opèrent pas seules. Donc elles opèrent presque toujours dans des missions internationales, dans des coalitions. Donc on n'opère pas seul, même au sein des forces spéciales. Force Takuba, il me semble. Par exemple, voilà, effectivement, on a quelques militaires dans la Task Force Takuba, mais on n'opère pas seul. Et il y a plusieurs projets en cours. Donc il y a le projet pour le bataillon binational avec le Luxembourg qui est en cours. C'est un projet qui est en cours. Et dans le domaine marin, nous travaillons depuis des dizaines d'années ensemble avec les Pays-Bas. Notamment, nous sommes actuellement en train de construire les nouveaux navires, donc les chasseurs de mines, 6 pour la Belgique, 6 pour les Pays-Bas, et peut-être bientôt 6, espérons-le, bientôt 6 pour la France également. C'est vrai qu'il y a une intégration de la même manière que l'armée de terre française et belge sont assez proches, c'est plutôt vers les Pays-Bas que se tourne la marine belge. Mais c'est historique, hein. Donc c'est depuis la fin des années 40 que nous travaillons ensemble avec la marine hollandaise. Et c'est une collaboration qui fonctionne très bien, donc, et qu'on veut absolument maintenir. Mais comme dit le général Gérard, donc, nous sommes devenus trop petits pour agir tout seuls. Donc le premier réflexe, que ce soit du côté opérationnel que du côté de la DGMR, c'est toujours regarder que font nos voisins et dans quelle mesure est-ce qu'on peut collaborer avec eux. Sachant que la garde des mines est une vraie spécialité belge également pour la marine. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi la Belgique a pris le lead de ce programme-là. Et donc, la Belgique est en fait le contracteur pour tout ce qui est guerre des mines, alors que les frégates sont gérées par la marine hollandaise. Et je vais rebondir, en fait. Je pense qu'il ne faut pas voir... il ne faut pas coller à un partenariat un caractère d'exclusivité. Donc, clairement, l'armée de terre belge est maintenant lancée dans une solide entreprise avec l'armée de terre française, mais ça n'exclut pas nos partenariats qui continuent d'exister, donc pas seulement au niveau de la marine, mais au niveau de l'armée de terre, par exemple, ce qu'on appelle le partenariat Benelux avec les Pays-Bas et le Luxembourg. C'est un partenariat qui reste très actif. On a parlé de la lutte anti-drone. On est en train d'explorer avec nos collègues néerlandais et luxembourgeois pas mal de nouvelles pistes en termes de lutte anti-drone. Et je crois qu'il ne faut pas voir ça comme une concurrence, parce qu'au final, tout le monde est gagnant. Donc je crois personnellement fermement dans le rôle du partenariat Benelux au sein d'une future défense européenne. Donc la Belgique est maintenant très liée à la France. Les Pays-Bas sont le partenaire privilégié des Allemands et ils ont une intégration extrêmement poussée, plus avancée que celle qu'on a pour le moment en CAMO, mais j'espère faire mieux dans le futur. Et donc, je reste convaincu que la France et l'Allemagne ont des liens cordiaux et quelques partenariats qui, je ne suis pas convaincu qu'ils donnent tout le temps satisfaction aux deux parties. Et je crois que le partenariat Benelux, ça sera un pont supplémentaire entre l'Allemagne et la France, qui permettrait alors, il faut s'imaginer, donc France, Allemagne, Benelux, qui permettrait quelque part de créer une sorte de noyau d'interopérabilité au cœur de l'Europe. Et moi, je crois quand même beaucoup à l'effet tache d'huile. Hein. Donc, tout le monde a regardé le partenariat Benelux-Benesam, donc la coopération en termes de marine. Quand ça fonctionne, ça attire des clients. Hein. Donc, personnellement, j'y crois beaucoup. Et donc, je crois que ces différents partenariats, Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Benelux, ont un potentiel de croissance, un potentiel de fusion d'abord, et puis un potentiel de croissance et effet tache d'huile. Dans tous les cas, il y a toujours les standards NATO qui sont là aussi pour égaliser, pour qu'on puisse réellement travailler avec une interopérabilité qui est élevée. Pour continuer à propos des développements, il y a la Belgique participe au développement du VBE. Donc on a le Griffon en transport de troupes, le Jaguar en appui-feu, voire anti-char, le César en appui, excusez-moi. Et du coup, quel serait le rôle de ce nouveau véhicule pour l'armée de terre? Tu veux... Oui, non, je crois qu'on a tous les deux notre mot à dire. Mais je vais peut-être commencer.
Le VBAE, il fait partie d'un concept d'emploi qui est le même pour les Français. Donc, c'est un véhicule, ça le dit bien, d'appui à l'engagement. Et donc, il sert aussi à faciliter ou à mettre en œuvre les conditions pour engager des moyens plus robustes, plus lourds, plus chers, plus technologiques parfois. Enfin, technologiques peut-être pas. Mais donc, même au sein de l'armée de terre française, on n'envisage pas d'engager des Jaguars sans VBAE. Donc les deux sont liés, donc ça fait partie du concept d'emploi. On a eu ça par le passé, on avait des petits chars CVRT là, pour les troupes de reconnaissance qui avaient des systèmes d'armes différents, certains en 30 mm, d'autres en 76 mm, d'autres avec des systèmes, simplement des transports d'infanterie. Donc ça fait partie d'un tout, donc le même véhicule ne peut pas toujours faire exactement, autant pour moi, un véhicule n'est pas nécessairement adapté à toutes les missions et donc il faut une certaine versatilité, une certaine polyvalence qui est amenée justement par, d'une part, la puissance de feu, la longue portée du Jaguar et d'autre part, la furtivité, parce que le VBAE c'est un engin plus petit, plus léger, la furtivité du VBAE et les deux sont utiles sur le terrain. Oui, donc en effet, à terme, il y aura deux versions du VBAE. Donc une version d'accompagnement, comme dit le général Gérard, pour les chars Leclerc en France et les Jaguars pour la France et la Belgique. Et donc c'est en fait le véhicule qui va accompagner le véhicule de haute valeur. La finalité du VBAE, c'est que ça devienne à terme un véhicule téléopéré. C'est-à-dire dronisé? Dronisé, sur le long terme. D'accord. C'est l'objectif final. Deuxième version, c'est quelque part un véhicule de reconnaissance, de commandement et de liaison. Et donc, ces véhicules-là vont se trouver un peu partout dans la structure. Mais donc, la finalité de la version d'accompagnement, c'est d'avoir une version téléopérée. À propos de commandement, il me semble que la Belgique achète aussi le JLTTV américain. Oui, tout à fait. Donc, on aurait un véhicule américain complètement en dehors du programme Scorpion avec tout ce qui est interconnectivité et tout ce qui va avec. Mais donc, est-ce que à terme les JLTTV auraient une intégration, disposeraient d'améliorations pour être au standard, j'ai envie de dire standard Scorpion? Oui, donc en effet, les JLTV ou les CLV, comme on les appelle, véhicules de commandement et de liaison, seront scorpionisés. Donc ils seront entièrement intégrés dans en fait, le combat collaboratif. Est-ce qu'ils vont rester à terme dans cette structure de la capacité motorisée? Encore à voir. Maintenant, donc, actuellement, en France, nous avons le VBL qui sert de véhicule d'accompagnement, un véhicule qui n'existe pas en Belgique. Donc de toute façon, nous avons besoin d'un véhicule qui va accompagner nos Jaguars à partir de 2026. Il faut savoir que le développement du VBAE va prendre du temps et que les premiers VBAE vont arriver au plus tôt 2028-2029 dans la structure. Avant qu'ils ne soient opérationnels, on sera vite dans 2030. Mais donc, il est très clair, donc c'est quelque part, allez, on pourrait dire, un véhicule qui ne sort pas de l'étable Scorpion, mais qui sera complètement intégré dans le combat collaboratif. Encore une question pour le général Devaré. Pourquoi cette collaboration avec la France spécifiquement? Donc, quand la vision stratégique a été approuvée en 2016, nous avons regardé autour de nous quels seraient les pays qui seraient capables ou prêts à travailler avec la Belgique. Maintenant, donc, il y a des tentatives partout dans le monde, surtout en Europe, pour travailler ensemble. Personnellement, et c'est un point de vue absolument personnel, je ne crois pas dans une défense européenne qui est imposée du haut vers le bas. Je crois vraiment dans une défense européenne qui est créée du bas. Et pour cela, on a besoin de l'appui de l'industrie. Je constate malheureusement que souvent entre les pays, par exemple la France et l'Allemagne, qu'il y a une concurrence au niveau des industries. On constate aussi. Ouais, voilà.
Et donc, ce que j'ai pu constater dans le partenariat avec la France, c'est qu'il y a une complémentarité entre les industries françaises et belges. Et je pense que cet effet ou ce facteur de succès n'est pas à négliger. Oui, ce qui permet toute la réussite du programme Scorpion et l'intégration totale derrière. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, bien sûr. parce que mais il est très important qu'il y ait un retour industriel des deux côtés. Bien sûr. Et donc, on doit chercher un équilibre entre ce qui retourne en France, ce qui retourne en Belgique. Et donc, on y travaille tous les jours. C'est parfois une discussion difficile, mais à mon avis, c'est la clé du succès. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Bien sûr. Parce que moi, je vais plus loin. Enfin, je pense que je vais plus loin. Donc, ça reste un partenariat stratégique. Et donc, pour que c'est une dimension stratégique, bon, il y a la partie évidemment industrielle, économique, mais il faut également qu'on partage des intérêts communs. Donc, je reste quand même convaincu que Camo, c'est aussi le résultat d'un partage d'intérêts communs entre la Belgique et la France. Ce n'est un secret pour personne que voilà, l'Europe est tiraillée, enfin, ou était avant la guerre en Ukraine tiraillée entre deux grandes menaces, même s'il y en a une que je me refuse à appeler vraiment menace. D'une part, le flanc Est, depuis l'invasion de la Crimée en 2014, et d'autre part, l'Afrique, qui pour moi, enfin, je vois ça plus comme un défi que comme une menace, quoi. Donc, les pays méditerranéens sont extrêmement tournés vers l'Afrique, et les pays de l'Est ou de l'ancien bloc de l'Est sont plus tournés vers la menace sur le flanc Est. Donc, la Belgique et la France partagent quand même aussi un passé colonial, donc ont beaucoup d'intérêt en Afrique. C'était facile de trouver une zone d'intérêt commun. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et là je parle en tant que commandant de l'armée de terre, donc pour moi la finalité opérationnelle est vraiment clé. Donc les opérations, c'est la raison d'être d'une armée, c'est l'outcome comme on dit, et il faut produire. Donc comme une usine doit sortir des voitures, une armée de terre doit produire et donc être présente en opération, participer à la sécurité. Donc on voyait beaucoup d'opportunités avec la France qui dispose quand même d'une armée que moi j'estime très volontariste, et aussi d'une politique étrangère et d'une vision stratégique très volontariste. Donc il était plus facile pour nous de nous rapprocher de la France en partageant ces visions, dont on partageait ces visions, que d'un pays qui est peut-être plus orienté vers une des menaces au détriment de l'autre, et par un pays qui est peut-être moins concerné également par le fait d'avoir une action concrète sur le contexte sécuritaire. Capacité de se déployer en Afrique, etc. Il y a tout des enjeux qui sont derrière. Voilà. Et toujours à propos de ce... Parce que je veux dire, on parle du programme, du partenariat stratégique avec la France et la Belgique. On voit clairement quand on lit la presse qu'il y a une volonté de créer un bataillon de reconnaissance avec le Luxembourg. Est-ce que ça implique qu'il faut s'attendre à des commandes du Luxembourg pour des véhicules Scorpion ou Tout à fait, bien sûr. Donc clairement, si on fait un bataillon binational avec le Luxembourg, on veut partager les mêmes équipements. Donc ça implique à terme les mêmes équipements. Il y aura forcément une phase de transition relativement longue. Il faut tabler, je pense, sur une dizaine d'années, voire un peu plus. Mais à terme, on devra partager les mêmes équipements, les mêmes doctrines, les mêmes radios, les mêmes softwares. Les discussions sont déjà en cours avec le Luxembourg et avec la France au sujet de cette acquisition commune entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Le bataillon de reconnaissance binational avec le Luxembourg, a priori, on se dirige quand même sur un bataillon sur base de Jaguar et de VBAE. Okay, voilà. Monsieur, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, merci. Non, merci bien. Messieurs, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Un plaisir et un honneur pour nous pouvoir vous interroger. Voilà, avec plaisir. le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup.